À cause de la preuve de fonds, ils ne pourront plus aller au Canada pendant les 5 prochaines années. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit des procédures d'immigration vers le Canada, des procédures qui sont pour certaines immigrations temporaires, pour d'autres immigrations permanentes. Plus précisément, pour ce qui est de l'immigration temporaire, on pense aux visiteurs, on pense aux étudiants. Et pour ce qui est de l'immigration permanente, on pense à ce qui revient majoritairement, ce vers quoi les gens se ruent majoritairement depuis ces quelques semaines et mois, c'est Entrée Express. Pour tous les 3 programmes que je viens de te nommer, bien sûr, quand je dis Entrée Express, je parle du programme des travailleurs qualifiés, dont Entrée Express. Parce que dans Entrée Express, il y a 3 programmes en réalité. Le programme de l'expérience canadienne n'a pas besoin de preuve de fonds. Donc, il faut que ce soit clair. Quand je dis preuve de fonds ici, c'est vraiment sous-entendu travailleur qualifié. Parce que l'Entrée Express, une fois encore, comme je le dis d'habitude, ce n'est qu'une plateforme, ce n'est pas un programme. Donc, pour chacun de ces programmes-là, comme tu le sais, il y a des exigences de moyens de subsistance. Il s'agit globalement de prouver que tu a les moyens de te permettre le séjour pour ce qui est des temporaires ou alors pour ce qui est des permanents dont sur Entrée Express, que tu as les moyens de supporter la subsistance de ta famille éventuellement et toi pendant les 12 prochains mois. Donc, les exigences vont selon la durée. Pour les 12 mois, par exemple, sur Entrée Express, ça dépend de la taille de ta famille. Il faut que tu démontres que tu as ce montant d'argent, voilà, au minimum à partir du début de ta demande jusqu'à ce qu'on te délivre un visa de résident permanent. Donc, ça, c'est l'exigence qui va avec. Donc, une fois que tu peux faire la preuve que tu as cet argent-là, tu as rempli la condition de preuve de fonds. On reviendra sur d'autres détails peut-être plus loin dans la vidéo. Mais continuons avec l'introduction pour dire que preuve de fonds chez un étudiant, c'est démontrer que tu as les moyens de subsistance. La loi, normalement, théoriquement, il s'agit de démontrer que tu as les moyens de subsistance, là aussi pour les 12 premiers mois, mais que tu as également les frais de scolarité pour la première année. Mais compte tenu du contexte de restriction, ça a tout l'air qu'il faut être capable de montrer beaucoup plus que ça, c'est-à-dire de prouver que tes moyens peuvent même couvrir toute ta scolarité. On ne va pas sortir l'actualité de son contexte ou alors l'application de ces mesures-là de son contexte. C'est quoi le contexte? C'est le contexte où plusieurs étudiants étrangers abandonnent des études, demandent le statut, voilà, de faire la demande d'asile. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il y a des garde-fous qui vont jusqu'à, voilà, être beaucoup plus regardants sur la preuve de fonds. C'est sûr qu'il y a des restrictions aux 2/3 des anciens du nombre voilà qu'on avait il y a 2 ans, mais ajouter à ça le contexte doit être favorable à plus de regards là-dessus. Alors pour ce qui est du visiteur, généralement si tu viens pour une visite, que ce soit 2 semaines, 1 mois, 15 jours, etc., il faut que tu démontres que tu as les moyens de t'offrir ce séjour-là. Et quand on dit moyen de t'offrir ce séjour, pour le cas donc du visiteur et de l'étudiant, ces deux-là particulièrement, il faut aller plus loin, démontrer que tu as une assurance, démontrer que tu as les moyens pour payer le billet d'avion aller-retour, démontrer donc que tu as, pour ce qui est du visiteur, un hébergement, ça peut être à partir de la souscription, voilà, de la réservation d'un hôtel, des Airbnb, etc. Mais en tout cas, c'est ça qu'on appelle globalement preuve de fonds. Cette vidéo, la valeur ajoutée de cette vidéo, c'est vraiment pour interpeller ceux qui ont ce que j'appelle des bons profils. Je ne suis pas ici un donneur de leçons, mais je partage de l'information qui, pour plusieurs, ont juste besoin d'avoir ce genre d'informations pour, voilà, pour avoir plus d'outils d'aide à la décision, pour être capable de prendre une décision avec laquelle ils vont être plus conséquents, plus à l'aise avec en réalité. Donc, cette vidéo donc s'adresse à ceux qui ont plusieurs atouts, plusieurs éléments dans la poche. Ça ne s'adresse pas à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il ne sous-entend pas par là que je promeus la fausse documentation ou la preuve, mais je m'intéresse davantage à cette clientèle dont le Canada a réellement besoin. Je m'intéresse moins à ceux qui
voilà, cherche le Canada comme un dernier, un va-tout, alors qu'il n'a rien à proposer au Canada. Celui-là, il peut prendre des risques. C'est-à-dire que celui qui n'a vraiment rien à apporter au Canada, il peut prendre des risques en matière de preuve de fonds. Mais toi qui es peut-être potentiellement tirable, invitable sur Entrée Express, toi qui as un âge qui ne te permet plus de prendre de risques, voilà, d'être pris sur la fraude ou sur des documents falsifiés, mais pour toi là, cette vidéo te concerne. Tu n'as pas besoin de t'embourber, voilà, dans cette histoire de preuve de fonds. Mais ce n'est pas seulement celui qui falsifie les documents, c'est même celui qui a, voilà, la possibilité de mettre de l'argent dans son compte, mais qui va choisir de retirer cet argent alors que les délais ne sont pas là. Mais ou alors, même s'il laisse l'argent, il va pas être capable de démontrer l'origine licite de cet argent parce que c'est important dans le contexte de lutte contre le blanchiment d'argent. Le Canada a besoin de vérifier en tout temps que l'argent que tu euh, prétend avoir est la source d'une activité légale, d'une activité licite. Donc, c'est les deux paramètres-là qui vont ensemble. Démontrer qu'on a de l'argent, c'est une chose, mais démontrer leur origine licite, c'est une autre chose. Donc, on va voir beaucoup de candidats qui avaient plus d'un tour dans la poche sous la base des conseils des proches. Vous savez, quand un proche te conseille là, quand il a fini de te conseiller, il va dormir tranquille chez lui, il mène sa vie tranquillement. Et tout ce qu'il va te faire, c'est d'être très présent. Il va même te donner parfois des soutiens financiers. Il va être présent pendant tes moments de détresse, de pleurs, etc. Mais la vérité, c'est que à la fin de la journée, il dort tranquillement avec sa famille ou dans son coin tout seul. Il y aura que des regrets. Mais la conséquence, c'est sur qui? C'est sur toi seul. Donc, si je trouve ça tellement léger, tellement, voilà, faible pour celui qui accepte faire des choses parce que plusieurs voix lui ont conseillé. Non, je connais quelqu'un qui a fait comme ça a marché. Tu peux essayer ça. Ce n'est pas comme on dit là. Ah, celui-là, il raconte n'importe quoi. Je te dis que tel que tu connais là, c'est comme ça qu'il a fait, ça a marché. Parfois, la personne n'est pas de mauvaise foi. Parfois, la personne le dit parce que c'est vrai. Des gens, il faut se le dire, les gens contournent le système. Il y en a qui réussissent à contourner, surtout il y a un peu plus de 2 ans, c'était moins regardant probablement. Mais avec la récurrence, voilà, des cas de documents falsifiés, de fraude, etc., il y a eu voilà, un resserrement du contrôle et dans un contexte de restriction, voilà, des quotas d'immigration au Canada, tu comprends que c'est encore beaucoup plus, le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité. Pour moi, il est question clairement que à la fin, si tu prends le risque en connaissance de cause, sans dire après que mais c'est tel qui m'avait conseillé, c'est tel qui m'avait conseillé, lui qui vit au Canada, il dit qu'il est passé par là, il est ceci. Mais en réalité, tu n'as pas à t'en prendre à celui-là. Oui, tu as été dans un, voilà, dans un environnement qui n'était pas propice à une réflexion plus conséquente. Mais après, à la fin de la journée, tu dois t'en prendre à toi seul. C'est pour ça que si tu choisis écouter ce conseil-là, il faut que, une fois que tu as écouté, tu pèses le pour et le contre avant de t'engager sur une voie que je te déconseille fortement. Parce que 5 années, ben, c'est le temps pour que ton profil ou ton projet entre vraiment, voilà, soit tout simplement, cesse d'être attractif. Surtout pour les candidats de travailleurs qualifiés. Maintenant, ça va dépendre de ton âge. C'est sûr que si tu es beaucoup plus jeune, relativement plus jeune, tu as le temps, tu peux encore te refaire une santé, mais c'est sûr que ce que tu auras perdu en 5 ans, si tu avais été au Canada, ben, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas. Mais c'est davantage, une fois encore, cette vidéo pour celui-là qui va être autour de, voilà, 31 ans, 32 ans, 33 ans et plus. Si tu prends un tel risque, tu montes vers 37, 38, 42, ça devient peut-être compromettant pour toi. Donc, tu dois réfléchir 2 fois plus. Alors, avant de te donner des solutions, je voudrais parler aussi du cas des visiteurs et des étudiants. Mais la vérité, c'est que avant de choisir cette voie, tu l'as choisi sur quelle base? Est-ce que tu es sûr que les autres façons d'immigrer, parce que très souvent, et je suis le premier à promouvoir ça,
Très souvent, on dit qu'on prend un permis d'études parce que c'est le meilleur moyen de s'assurer une belle intégration socio-professionnelle au Canada. Ça n'a pas changé. Par contre, est-ce que tu as validé toutes les autres, voilà, toutes les autres procédures? C'est pour ça qu'un expert est bon, ou ne serait-ce que pour te donner la ligne à suivre, pas nécessairement pour faire ta procédure voilà, pour toi, parce que ça peut coûter cher selon tes moyens financiers, mais prends une analyse de profil ou une consultation et je pourrais te rassurer peut-être sur ton choix. Ça a l'air d'être une dépense inutile a priori, mais plus tard, tu te rends compte que mais c'est toujours bien d'aller d'un pas sûr. Lorsqu'on a de l'avis d'un professionnel, d'un expert, ben c'est toujours sécurisant. Ça évite qu'on mette, parce que si tu ne prends pas cet avis et tu t'embourbes dans quelque chose où tu vas mettre beaucoup d'argent, comment tu gères ça? Après avoir perdu des millions, on ne fait pas le chemin retour. Par contre, si tu as un avis vraiment très clair d'un expert, d'un professionnel, d'un consultant réglementé en immigration, comme c'est le cas pour moi, c'est sûr que tu y vas en étant sûr. Peu importe l'issue, tu sais que tu as fait la meilleure chose qui va pour toi. Donc, avant de dire que je cherche un visa visiteur, comme souvent sous-entendu, c'est pour aller être au contact des employeurs. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça a toujours été fait. C'est pas du tout mauvais. Ben, chercher un visa visiteur, un visa étudiant pour aller étudier et puis meilleure intégration, valide d'abord si c'est correct. Et puis, dans ces cas de figure-là, au lieu d'être tenté de faire une preuve de fond avec des documents falsifiés, il vaut mieux toujours voir, est-ce que je peux pas avoir un garant? Le garant n'est pas nécessairement un membre de ta famille, ça doit être quelqu'un avec qui tu entretiens un lien significatif, c'est-à-dire être capable de justifier pourquoi il met autant d'argent dans ton projet. Ça, c'est quelque chose que tu devrais intégrer et qui rend carrément ce garant-là, voilà, éligible. Ça fait sens. C'est sûr que c'est moins évident pour le visa visiteur où lorsque tu viens en touriste, il faut vraiment te donner les moyens par toi-même et non par un garant. On peut dire que pour celui qui est invité et qui a un hébergement, ben là, il n'a pas forcément besoin de prouver qu'il a des ressources financières. Il peut prouver qu'il est occupé, qu'il a une activité davantage pour montrer et indiquer des garanties de retour. Mais là-bas, la preuve de fond n'est pas obligée d'être faite par celui qui est invité. En tout cas, ce que je veux dire clairement, c'est que, comme je le disais au début, avant de prendre des risques, avant de paniquer devant une invitation, ah oui, je suis à 4 mois, 5 mois d'aller au Canada, est-ce que je vais laisser ça comme ça? Avant de le faire réfléchir mûrement, avant d'accepter les conseils des gens, de, voilà, t'envoyer sur un chemin, il faut qu'à la fin, tu comprennes que si j'ai 5 ans, ce serait de ma faute et non en vouloir aux autres autour de toi. Parce que parfois, ils peuvent être de bonne foi, mais parfois, ils peuvent aussi être de mauvaise foi. Je n'ai pas assez commenté, j'ai proposé de revenir dessus. J'ai pas assez commenté ces connaissances, cet entourage-là qui te dit non, j'ai essayé, c'est bon. Oui, il a essayé, c'est bon, mais le contexte n'est pas le même. J'aime bien prendre ma métaphore de la route qu'on traverse. Si lui, il a traversé la route peut-être à 2 heures ou 3 heures du matin, alors qu'il y avait moins de voitures, il a traversé à l'aveuglette, mais il y a plus de chances à ce moment-là qu'il traverse sans qu'une voiture le percute, sans qu'il ne perde sa vie. Mais toi, très clairement, avec le contexte actuel, ben, c'est comme si on était dans la journée et si tu décides de traverser la route à ce moment-là, il y a de très, très gros risques. Si tu t'en sors, c'est vraiment, mais les chances que tu sois pris, c'est énorme. C'est pour ça que je dis, rassure-toi d'abord s'il n'y a pas d'autres moyens. Il faut que tu saches qu'il y a plusieurs autres moyens d'avoir la résidence permanente sans nécessairement être obligé de démontrer que tu as beaucoup de millions de francs CFA dans ton compte. On parle à partir, je crois, le minimum, c'est dans les 14 000 dollars en montant, selon que tu sois seul ou avec d'autres personnes, membres de la famille. Donc, regarde ça, c'est super important. Vraiment, ne prends pas gratuitement 5 ans à cause de quelque chose que tu pourrais éviter. Assure-toi du maximum de conseils, du maximum de vérifications. Rassure-toi que même si je finis par avoir cet argent véritablement, ça ne suffit pas parce qu'il y a toujours la possibilité quand un argent atterrit vraiment subitement dans ton compte de se dire que mais
Est-ce qu'il ne dépose pas ça? Qu'est-ce qui prouve que ça va rester dans son compte jusqu'à la fin? Il y en a qui commettent l'indélicatesse de retirer et que lorsque le contrôle passe, ben, il n'y a plus cet argent. Ça, c'est dangereux. Ça vient faire le rejet parce que ça, c'est trompeur. Alors, si tu n'as pas une explication assez soutenue là, ça devient quelque chose de trompeur et donc tu bascules dans le rejet. Le rejet, c'est très mauvais. Vaut mieux un refus simple qui te donne la possibilité de candidater à nouveau, de faire une nouvelle, de reconduire ta déclaration d'intérêt. Vaut mieux un refus qui va t'éviter peut-être de prendre des risques. Parce qu'en réalité, souvent tu paniques en te disant non, si je n'accepte pas l'invitation, est-ce que j'aurai cette deuxième chance? Parfois, il y a le test de langue qui va bientôt périmer. Hein? Tu as des éléments comme ça. Parfois, entoure-toi d'un professionnel avant de prendre cet avis-là. Ça a l'air de peut-être coûter, mais avec un avis vraiment professionnel et certain, sûr, ça va t'aider à prendre la meilleure décision. Décider de renoncer à une invitation n'est pas toujours mauvais. C'est sûr qu'il y a des cas où si tu renonces, cette chance-là n'arrivera plus. Mais il y a très clairement, à travers certains profils, des cas où si tu renonces, ben, ça va te donner un petit temps de te préparer et puis, voilà, d'espérer à un tirage, dépendamment du point que tu as au départ, dépendamment du contexte, dépendamment de là où on est rendu sur l'année en termes de nombre de candidats tirés, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.